Bonjour chers téléspectateurs de Léon Joléo. Vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Les M23 ont encore à Paris, ici à l'est, et ils ont attaqué même des positions militaires, les positions de l'armée loyaliste, les FARDC. Les M23 ont tiré sur l'hélico de la MONUSCO et 8 casques bleus ont perdu la vie. Selon le général Sylvain Ekenge, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, nous informe que le Rwanda est derrière le M23. Observons le déplacement massif de la population à Tchandju, à Bunagana, c'est dans le territoire de Rutshuru. Les civils se dirigent en Ouganda, le pays voisin. Chers téléspectateurs, Léon Joléo Nord Kivu reçoit pour vous Maître Joseph Kouletata, chercheur à question des groupes armés. Il nous parle de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Il nous parle des groupes armés qui déstabilisent. Chers internautes de Léon Joléo, je vous prie de rester branchés et de vous abonner sur la chaîne Léon Joléo pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Joseph Kouletata, chercheur à question des groupes armés, ainsi sur la chaîne Léon Joléo. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous à nos téléspectateurs et auditeurs. Je m'appelle Maître Kouletata Joseph. Je suis analyste pour ce qui est des questions d'ordre politique, mais je suis également un chercheur dans le domaine du droit de l'environnement, mais aussi de la dynamique de groupes armés dans notre région. Oui, Joseph Kouletata, comment analysez-vous la réapparition, la présence du M23 encore à Goma? Je crois que la question du M23 c'est pas quelque chose qui peut nous étonner. Parce que depuis tout ce temps, depuis l'Ancien Régime, nous ne vivons que dans l'emprise des velléités de toutes parts des groupes armés. Et pour ce qui concerne la rébellion M23, nous savons que ce n'est pas une structure qui a été, ou un mouvement qui a été dissous comme tel. C'est un mouvement qui existe et paradoxalement, qui se permet même d'occuper certaines positions dans le parc en violation de loi de ce pays. Ils sont là armés comme d'habitude. Et même s'il y a eu des pourparlers, à un moment donné au niveau de Kampala, il y a eu l'accord de Nairobi et consorts, mais ça ne permettrait pas qu'un groupe armé muni des armes se permette d'aller s'installer dans la brousse sans l'autorisation, n'est-ce pas, des institutions publiques, et que ce dernier commence à attaquer la patrie à tout moment. Donc c'était prévisible que leur aventure prenne cette allure pour le moment. Et en fait, je crois que cette question, c'est une question qu'on ne peut pas traiter avec subjectivisme, étant donné que la faille, qui est un facteur essentiel dans cette stabilisation de notre pays, relève plutôt de la médiocrité du leadership chez nous. Nous sommes dans les relations internationales. Le M23, ce n'est pas un mouvement autonome, indépendant, mais c'est un mouvement satellite, c'est une fabrication du Rwanda, ça c'est connu. C'est vraiment connu.
Taganda qui était dans le M23, lorsqu'il a été interpellé au niveau de la CPI, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait lui-même reconnu qu'il n'était pas congolais, qu'il était rwandais. Or, dans ce mouvement-là, il était le numéro 2. Donc c'est un mouvement de Rwandais, du Rwanda. Lorsque le Rwandais les M23 a été pourchassés, disons, a été battu en retraite par les FARDC, ils ont pris la route, une partie vers l'Ouganda, et les leaders étaient au Rwanda calmement. Donc nous pensons que, vu l'attitude que le Congo a toujours prise vis-à-vis de toutes les menaces toutes les attaques que nous subissons, les railleries, le sabotage que nous subissons de la part du Rwanda, sans réagir à la hauteur de ces menaces-là, de ces railleries-là, de ce sabotage-là, fait que notre pays soit toujours regardé ou observé comme un bien sans maître où n'importe qui peut venir faire ses aventures. Donc nous avons intérêt à avoir un leadership fort. Nous avons intérêt à avoir un président capable de défendre la patrie. Et non celui qui ne fait que des courbettes. Lorsque Kagame nous menace, il nous injurie, il nous insulte. À tout moment, il dit qu'il va rentrer au Congo parce qu'on ne l'évite pas à venir participer disons, aux opérations conjointes de Béni contre les EDF. Lorsqu'il prétend même qu'une partie de ce pays, dont la province du Nord Kivu, lui reviendrait de droit, ce sont des propos qui ne peuvent pas être tolérés nulle part dans le monde, sauf au Congo. Et cela montre à suffisance que nous n'avons jamais eu un président digne de ce pays. Et je le dis, je m'assume, Kabila, Joseph, qui, à son temps, s'est montré plus favorable ou favorisant pour ce pays-là. Et cela s'explique par le fait que vous allez trouver que sur les environ 245 ethnies, l'ethnie qui était la plus favorisée dans les nominations au grade des officiers généraux, notamment, vous allez trouver que ce sont les gens émanant d'une ethnie et qui se disaient d'ailleurs minoritaires. Sur les 245 tribus, ce sont les Tutsis qui sont, je peux dire, qui sont majoritaires d'entre toutes les ethnies de ce pays. Et parmi lesquels l'origine et même la nationalité de certains d'entre cette majorité-là de généraux se trouve être une nationalité rwandaise. Donc tout cela montre que nous n'avons jamais eu la chance, d'avoir un président qui nous défend valablement. M. Kabila, c'était même moment. Il avait amené ses amis aventuriers là. Quand ils arrivent au Congo, le RDF, l'armée rwandaise, ils arrivent au Congo, bon, c'est James Kabarebe qui devient ministre de Défense. Ça ne s'est jamais fait nulle part au monde. Ça, c'est un ministère très sensible, hautement stratégique, qu'on ne peut pas confier à un étranger. Et donc tout cela montre que nous n'avons jamais eu la chance d'avoir un président à la hauteur de Mobutu. À la hauteur de Mobutu, qui peut défendre valablement cette patrie et restaurer la dignité de son peuple. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ces gens. Oui, voilà les actions de M23 ici à l'est de la RDC. Comment évaluez-vous les accords de Nairobi, M. Joseph Tata? Bon, moi je crois tout simplement que ces accords-là ne font que nous flouer. Hein? Donc ça ne fait que ces accords-là ne font que nous flouer. Si vous voyez au niveau de la sous-région, tous les mécanismes qui ont été mis sur pied
pour essayer de garantir la sécurité et éviter, n'est-ce pas, les conflits entre les États dans la région, vous allez constater que ce sont des mécanismes qui paraissent vraiment largement improductifs. Vous voyez le mécanisme comme le CRG, la CRGL par exemple. C'est un mécanisme qui n'a jamais réussi à dissuader le Rwanda, par exemple, à continuer à saper notre souveraineté. Hein? Bon, tous ces mécanismes-là, vous venez de citer l'accord de Nairobi, il y a d'autres mécanismes, l'accord d'Arusha et consorts. Moi, je crois que tant que le Congo n'aura pas un président capable de faire respecter cette patrie. Oui, vous parlez que vous dites que le Congo a un défi d'un leadership fort à la présidence. Et quelles sont les actions concrètes qui pourrait faire un président qui serait à la hauteur de ces défis-là? C'est très facile. Et d'ailleurs, comme nous approchons 2023, l'année fatidique des élections, de toutes les attentes, eh bien, à mon avis, s'il faut élire un président dans ce pays en 2023, il faut choisir quelqu'un qui n'aura pas peur. Hein? Pas quelqu'un qui fait la marionnette tout le temps devant le président étranger, notamment Paul Kagame. Il faut quelqu'un qui soit en mesure de faire face à un tel dictateur. Et lorsque ces troupes traversent vers le Congo, parce que plusieurs fois ils ont traversé vers le Congo, c'est lui qui est en mesure de donner l'ordre qu'on arrête ces gens-là. Et au besoin, qu'on les traduise en justice, qu'on les condamne ici. Et lorsqu'il y a un militaire congolais qui traverse vers le Rwanda, disons par hasard ou par accident, qui est tué là-bas, et que les troupes rwandaises se retrouvent vers le Congo, et qu'on ne les traite pas de la même manière, alors que le principe de réciprocité existe, le président qui n'est pas en mesure de faire ça, moi je crois qu'il ne mérite pas pour ce pays. Et donc prochainement, s'il faut élire un président, un chef d'État à l'avenir, les actions qu'il doit mener. Moi, si j'étais président de la République, la première des choses que je prendrais, vu les réalités géopolitiques de ce pays, dans cette sous-région, vis-à-vis du Rwanda, la première des choses à faire serait de recruter les jeunes. Demander à tous les jeunes et à tous les hommes, à toutes les femmes qui sont encore actifs de s'enrôler dans un mouvement que nous appellerons le mouvement de formation accélérée paramilitaire. Et pendant 3 mois, donc les premiers 100 jours, les gens pourraient apprendre à manier l'arme, à défendre leur patrie. On peut facilement, dans les 3 mois-là, les volontaires qui viennent le matin de 5h ou de 6h jusqu'à 8h avant d'aller à l'école, les autres aller au boulot, jusqu'à 8h, ils peuvent subir une bonne formation pendant 3 mois, susceptible d'amener la population à être à même d'appuyer l'armée à chaque fois que l'armée se trouvera dépassée par, n'est-ce pas, la menace ennemie. Et si nous avons à peu près 20 000 ou 30 000 volontaires dans ce pays, 30 000 jeunes qui seront prêts dans les 3 mois, les 100 jours, les premiers 100 jours du chef de l'État. Je crois qu'avec cela, le président pourra faire face au Rwanda. Moi, je crois que la solution, le Congo ne sera jamais stable. Le Congo ne pourra jamais se lancer ou se relancer, ne pourra jamais occuper sa position stratégique dans les concerts des nations tant que nous nous retrouverons sous les bottes du Rwanda. Donc il faut faire la guerre au Rwanda. La solution se trouve là-bas. Le jour où nous parviendrons à faire une guerre sérieuse au Rwanda, et qu'à suite de cette guerre, qu'on se mette ensemble et peut-être sous les auspices de ceux qui pourraient venir, communauté internationale, machin, et qu'on fasse la paix, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que
que ce pays pourra respirer et essayer de voir comment se développer. Dans le cas contraire, et la politique et tout ce que nous pouvons essayer de faire dans ce pays ne marchera jamais. Parce que le leadership est foutu. Tout président qui arrive au poste, il cherche d'abord à protéger son pouvoir. Et pour protéger son pouvoir, il faut courber sa tête, se courber devant les leaders rwandais et les autres de la sous-région. Et moi, je crois qu'on ne peut pas évoluer comme ça. Parce que, par ailleurs, il y a une autre question qu'il faut régler. Si vraiment on veut que le Congo retrouve sa place qu'il mérite, il faut essayer de faire le toilettage, l'assainissement de ce pays. Et c'est là, dans le secteur de la sécurité et de l'armée et de la police. Allez dans l'ANR, vous allez trouver beaucoup de Rwandais, je dis bien des Rwandais, des citoyens d'origine rwandaise qui sont nés par les deux parents rwandais, qui ont évolué au Rwanda, qui ont étudié au Rwanda, qui ont tout fait au Rwanda, mais à l'avènement de RCD KM, disons de RCD Goma et des autres mouvements rebelles, ils se sont arrangés pour insérer les leurs dans les structures publiques. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Ils sont dans la sécurité, ils sont partout. Comment voulez-vous que ce pays soit fort, que ce pays soit stable, alors que ce sont les étrangers qui nous menacent tout le temps, qui sont à tous les niveaux, dans l'armée, dans la police et partout. Et moi, je crois que le président, ce qu'il devrait prendre comme mesure, parmi les premières mesures, à part la mise sur pied de ces corps-là, des réservistes volontaires qu'il pourra former pendant 3 mois, il va falloir qu'il mette aussi sur pied une loi, la loi qui criminalise l'infiltration des étrangers dans les services sécuritaires et militaires congolais. Alors, tout celui qui pourra être retrouvé là-bas, il faut qu'il soit passible de peine de mort. On l'attrape, on les condamne à la mort et que la mesure de sursis de l'application de peine de mort soit levée. Et donc, on les condamne et qu'on exécute réellement ces gens-là. Ça va permettre à ce que tous ces gens-là quittent le pays. Et celui qui veut réellement demander la nationalité congolaise, qu'il la demande, et quand on est étranger, il y a des postes stratégiques ou des services stratégiques dans lesquels on ne peut pas se retrouver. Et moi, je crois que pour être fort, il faut un président qui puisse prendre un tel courage. Et sans cela, je ne vois pas comment le Congo peut retrouver sa place. Donc, en 2023, je demanderai à toute la population de faire très attention. Que des présidents qui vont venir avec des discours politiques, des projets politiques, du genre de construction de routes et consorts, je crois que nous sommes fatigués avec ce genre de discours. Nous avons besoin d'un président qui sera en mesure de sécuriser ce pays, un président qui sera en mesure de faire respecter ce pays, un président qui sera en mesure de mettre fin, n'est-ce pas, au détournement des biens publics et à la corruption. Et le pays ira de soi-même. On n'a pas besoin qu'on nous promette ceci et cela, chose qu'on ne réalisera jamais. Et donc, moi, je rêve d'un pays très fort, un pays puissant, pas une puissance susceptible d'écraser les autres, mais une puissance susceptible de faire respecter notre patrie et le peuple de cette patrie. Et donc voilà ce que moi, je crois être la solution contre... Vous verrez, si nous en arrivons là-bas, les M23, les ceci, tous ces gens-là vont disparaître demain. Parce que le Rwanda qui les alimente, ce Rwanda-là va cesser de jouer à son hypocrisie. Mais dans les cas contraires, il y aura toujours des groupes armés. Aujourd'hui, nous venons d'entrer dans le CAC, je crois. Le East African Community. Mais même si nous entrons là-bas, bon, il est vrai que dans la politique ou dans les objectifs de cette organisation-là, il est prévu que les membres de l'organisation ne devraient pas se faire la guerre. Mais le Rwanda, comme toujours, utilisera les groupes armés et dira que non, moi je n'attaque pas le Congo. Moi je crois qu'il est temps qu'on mette fin à tout ça. Oui, voilà la multiplication des groupes armés à Goma, M23, à Nituri, Kodeko, à Beni, les Indiens qui doivent faire
qu'est-ce que la population doit faire et aussi qu'est-ce que le gouvernement, la position du gouvernement face au mouvement, au groupe mouvement du 23 mars. Nous avons le remède. Le remède est là, qu'on n'a jamais voulu, n'est-ce pas, exploiter. Il s'agit de l'article 63 de notre Constitution qui stipule que tout citoyen congolais a le droit et le devoir de défendre sa patrie lorsque celle-ci se trouve menacée de l'extérieur. C'est le cas pendant tout ce temps. Les groupes armés là peuvent disparaître en un seul jour. Méfiez-vous. Il y a des facteurs favorisants qui font que les groupes armés pilulent et se pérennisent au Congo. Et parmi ces facteurs-là, il y a l'incapacité pour le leadership d'assurer le contrôle effectif sur tout le territoire national. Donc, on peut dire que les institutions ne contrôlent que les grandes artères, les grandes villes, mais il suffit d'aller à 200 km en dehors des routes nationales. Là, vous trouvez d'autres gens, il y a des petits États et consorts. Et comment voulez-vous que les groupes armés ne pilulent pas dans ces pays, n'émergent pas dans ces pays? Moi, je crois qu'il faut tout simplement chercher l'origine de tout ceci. L'origine, c'est la faiblesse du leadership. Si nous avons un leader fort, ce leader fort va essayer de réformer l'armée. Tout officier de l'armée, congolais soit-il, pour dire congolais de père et de mère, s'il se permet de trahir ce pays, je ne vois pas d'autres solutions à prendre. Il faut qu'on revoie, qu'on durcisse, n'est-ce pas, les lois ou les peines contre ce genre de comportement. Qu'on revoie les lois pénales, hein, criminalisant ce genre de comportement. La trahison, il faut qu'on s'arrange, n'est-ce pas, et que celui qui a osé trahir passe par l'arme à feu. S'il est prouvé réellement qu'il a fait cela, qu'on le tue. Et cela va faire en sorte que tous les aventuriers qui sont dans l'armée et qui ne font que détourner la ration militaire, lorsque vous détournez la ration militaire, vous affamez le militaire, comment pourra-t-il tenir en front pendant longtemps contre l'ennemi alors qu'il n'a pas mangé? Tous ces gens-là sont des traîtres. Si nous avons un président qui est fort et qui s'applique, n'est-ce pas, à de telles mesures, je vous assure, 6 mois c'est beaucoup et vous verrez un grand changement dans ces pays. Donc, ce que le peuple doit faire, en 2023, il ne faut plus élire tous ces gens-là qui vont nous venir avec des discours de construction des routes et consorts. On n'a pas besoin de tout ça. Le Congo, nous avons beaucoup de richesses. Nous avons beaucoup d'argent qui finit dans les poches des agents, des fonctionnaires de l'État parce qu'ils profitent de la faiblesse des institutions. Mais si tout cet argent-là est canalisé vers le budget, le trésor public, et que les militaires, l'armée se retrouvent assainis, le service de sécurité assaini, et que, d'ailleurs, nous ne serons pas le seul pays où nous pourrions entreprendre une telle démarche, parce qu'au Rwanda, c'est toute la population qui est formée militairement. Si vous allez en Ouganda, même les civils, tout civil que vous rencontrez, il a pris l'arme quelque part. Il n'y a que le Congo qui reste dans la distraction jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je pense que la solution passe par là. Que le Congo retrouve sa puissance, on va cesser de piller nos ressources naturelles. Les groupes armés vont disparaître demain. Donc voilà la solution d'une manière ramassée que moi j'entrevois pour résoudre le problème du Congo. Si vous avez un dernier mot. Tout ce que je peux peut-être avoir comme dernier mot, c'est de demander à la population congolaise de changer sa manière de voir les choses. Tous ces gens qui préfèrent créer des groupes, de partis politiques et distraire la population matin, midi, soir, alors que derrière leur tête, ils ne voient que le gain. Comment ils peuvent construire de belles maisons et s'enrichir. Moi, je crois qu'il est temps que nous puissions réfléchir, revenir un peu en arrière
et retrouver notre sens de patriotisme. Donc comprenons que tout politicien, tout acteur politique, tout ministre, tout haut fonctionnaire qui ne sert pas les intérêts de ce pays, lors des prochaines élections, c'est un monsieur à sanctionner et à mettre sur le banc de touche. Et que seuls ceux qui viendront avec les discours politiques de rendre ce pays puissant, de le remettre à sa place qu'il mérite, seuls ceux-là méritent d'être élus et pour que ce pays aille vers l'avant. Voilà. Joseph Koulé Tata, nous vous disons merci. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne Léo Njo Léo. À très bientôt.